bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. Donc je me présente, Marc Touros, société Listram. Peut-être que vous nous connaissez déjà ou pas, donc ça sera l'occasion aussi de faire un petit peu connaissance par la suite. Donc ce webinaire est donc orienté sur le choix en fait d'une caméra thermique. Parce que en fait, vous allez voir exactement qu'il existe un panel de caméras thermiques. Donc c'est vrai que c'est difficile un petit peu à savoir exactement quelle caméra je vais pouvoir choisir en fonction de mes applications et surtout aussi au niveau, après vers la fin, au niveau budget. Donc on verra qu'il y aura une corrélation un petit peu avec les différents aspects techniques et aussi sur l'aspect application. Voilà un petit peu sur comment ça va se dérouler. Alors, moi, je ne vous entends pas, donc ça sera, si vous avez des questions, je tâcherai d'y répondre. Euh, donc, soit directement, ou soit j'attendrai éventuellement soit à la fin de la présentation pour pouvoir y répondre. Mais je tâcherai de faire au mieux pour répondre à toutes vos questions. Donc, concernant la question de Benoît pour la cravate, bah écoutez, désolé pour la cravate aujourd'hui. En plus, aujourd'hui, il fait très beau, donc donc voilà, c'est plus, voilà, ça fait, comment dire, un peu plus détendu. Et voilà, donc c'est plus, on va dire, plus sympa au niveau de la présentation. Donc déjà, un petit peu pour savoir au niveau du choix de la caméra, pour vous, question. Quels sont les critères donc importants pour choisir une caméra thermique? Voilà. Donc pour vous, quels sont les critères qui vont vous permettre de choisir votre caméra? La résolution, oui, en effet. Bonne réponse. Ensuite. Dans l'éducation nationale, oui, la facilité de prise en main, c'est important aussi, que ça soit aussi sur l'aspect, on va dire, éducatif ou industriel. Donc c'est vrai que la prise en main, la facilité en fait de la caméra est un critère aussi. Le prix est un critère, c'est vrai, mais en fait, il sera fonction un petit peu de ce que vous aurez comme, comment dire, comme caractéristique technique au niveau de la caméra. Donc c'est vrai que le prix va dépendre un petit peu de tout ça. Précision de mesure, température, en effet, secteur d'activité aussi. Donc en fonction du secteur d'activité, on verra par la suite. Là, c'est vrai qu'on va peut-être privilégier une caméra par rapport à une autre. Bon, déjà, il y a quelques informations qui sont sorties. Donc, la résolution, on va dire la prise en main, la précision, le secteur d'activité. Est-ce que vous voyez aussi autre chose? La e-compatibilité. C'est vrai, on y vient aussi. Dans le domaine connecté, on commence vraiment à s'y intéresser et aussi à avoir des caméras thermiques connectées. Donc ça, c'est vrai que ça vient au fil du temps et on trouve sur le marché, c'est vrai, ces types de caméras. Possibilité d'enregistrer les mesures aussi, tout à fait. Donc c'est bien, déjà, vous avez déjà quelques idées sur l'aspect critères au niveau de la caméra. Logiciel d'exploitation, c'est vrai que c'est important. Pour celles et ceux en fait, qui vont utiliser une caméra thermique, si vous devez faire un rapport par la suite, et en fonction aussi de votre activité, forcément, le logiciel va avoir une importance. Donc aussi, on va dire, si possible, c'est meilleur, ce serait plus simple d'avoir aussi un logiciel facile à utiliser. Donc, on va reprendre un petit peu tout ça. Donc, c'est vrai que les principaux critères à prendre en considération pour choisir votre caméra thermique, ça va être l'application. Donc, c'est vrai qu'on va avoir différents domaines, que ce soit dans le domaine industriel, donc tout ce qui va toucher l'électricité, le bâtiment,
l'aspect mécanique, la recherche aussi, le domaine du photovoltaïque, puisqu'on va avoir aussi maintenant, on voit pas mal de mesures faites via des drones. Et puis dans le domaine aussi biomédical, ça sera aussi dans le domaine de dans l'enseignement, dans le domaine du vêtement aussi, hein, si on prend par exemple le cas de Decathlon, donc ils utilisent aussi des caméras thermiques pour faire des tests sur leur gamme de vêtements, pour savoir si leurs vêtements sont étanches ou si vous avez aussi un bon passage de l'air. Voilà, donc il y a une multitude d'applications qui va vous permettre déjà de savoir quel type de caméra en fait vous allez pouvoir choisir. La plage de température, bien sûr, puisque vous pouvez avoir, si vous travaillez dans le domaine du bâtiment, ça va être par exemple des températures, on va dire température ambiante, ou donc dans ce cas-là, l'utilisation d'une caméra qui va monter peut-être à 600 degrés, 1200 degrés ou bien au-delà, en fait, ça n'arrime à rien dans ce cas-là. Donc c'est vrai qu'on va se focaliser sur des caméras avec des plages de température, on va dire un peu plus réduites. Et là où le critère qui va aussi jouer, on le verra un petit peu en dessous, ça va être la résolution. Voilà. Alors bien sûr, ce qui fait aussi le prix d'une caméra thermique, ça va être ce qu'on appelle sa matrice ou son détecteur thermique. Donc en fonction de la matrice, on va le voir par la suite, donc vous aurez chaque fabricant va vous indiquer la matrice, c'est-à-dire le nombre de pixels qui composent en fait votre capteur. En fonction du nombre de pixels, forcément, ça va jouer sur la qualité de la caméra, sur la résolution au niveau de votre image aussi, et bien sûr, au final, sur le prix. La résolution thermique, donc là, ça va être aussi le plus petit écart en fait que peut détecter la caméra thermique. Donc c'est vrai que lorsqu'on va jouer sur de la précision, forcément, on va regarder aussi ce critère-là. Champ de vision, là, ce sont des données angulaires qui vont vous permettre de voir exactement, soit selon l'angle de votre caméra, vous aurez un affichage plus ou moins grand. Le champ de vision instantané ou l'IFOV, et puis l'IFOV aussi mesuré. Est-ce que déjà, ce qu'on appelle le champ de vision instantané, l'IFOV, est-ce que ce sont des aspects techniques qui vous parlent? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces critères-là? Non? D'accord. C'est bien, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Non plus? D'accord. Donc ça vous permet de voir en fait qu'une caméra, c'est pas simplement juste une image et qu'il va falloir en fait, en fonction de ce que vous souhaitez faire, donc bien regarder un peu plus en profondeur en fait sur ces critères. Mais on va aussi rajouter l'aspect robustesse. Donc ça c'est vrai, on n'avait pas parlé, mais l'aspect robustesse de la caméra en fonction de l'activité bien sûr, parce que bon, par accident, elle peut chuter, ou elle peut être, mal rangée, donc du coup, elle va être trimballée dans la voiture et puis donc il y aura différents chocs ou stockée dans un endroit où il va y avoir des différences de température, donc ça peut jouer aussi. Simplicité d'utilisation, donc vous l'avez dit, très bien. La partie, connectivité, on y vient, donc tout ce qui est, Wi-Fi, Bluetooth, donc forcément maintenant, vous allez trouver des caméras qui vont vous permettre d'être connectés. La possibilité de pouvoir ajouter aussi des objectifs, donc là pareil en fonction de l'application. Donc par exemple, si on a besoin de faire des mesures à grande distance, forcément, soit si je veux avoir un grand angle ou un téléobjectif pour jouer sur de la précision, je vais choisir une caméra qui va me permettre de recevoir ces objectifs-là. Donc, par exemple, si on prend le cas d'un champ photovoltaïque, si j'ai envie de faire une mesure sur plusieurs panneaux, forcément, je vais associer un grand angle pour essayer d'avoir le maximum de panneaux visibles sur ma caméra thermique. Après, on va jouer, oui, sur l'ergonomie, la vidéo, puisqu'on a aussi la possibilité de pouvoir faire de l'enregistrement vidéo. En même temps, on va enregistrer tous les points de température. Voilà, donc on peut avoir ce format-là ou le format traditionnel, que ce soit du point à vie par exemple. Et au final, le budget, puisque bien sûr, ça dépendra de tous ces critères-là. Alors, la plage de température,
En effet, donc c'est pour ça que j'ai mis un peu les extrêmes. Donc c'est juste pour vous montrer que, ça a une importance, bien sûr, au niveau de votre caméra. Si vous travaillez sur de faibles températures, donc on va jouer sur une plage de température moindre. Par contre, si vous avez des applications type four, où forcément vous allez monter à plus, par exemple à plus de 1000 degrés, forcément je vais choisir une caméra qui va être capable de pouvoir supporter ces plages de température. La matrice, ou ce qu'on appelle donc le détecteur thermique, donc en fait ce qu'on voit, ce qu'on voit directement en bas, donc avec ces petits carrés, donc c'est les petits pixels en fait qui composent votre matrice. Donc vous allez avoir, selon les fabricants, hein, les fabricants qu'on trouve sur le marché maintenant au niveau de la thermographie, donc chaque fabricant va vous permettre de vous indiquer la taille de votre capteur. Donc en fonction de ça, ça vous donnera déjà une indication au niveau de l'aspect visuel en fait, de votre caméra. Alors, quelques exemples pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc, par exemple, si on prend une matrice en 120 par 160, ça vous permet de voir donc une certaine qualité d'image, mais on voit quand même qu'on a une certaine, on va dire, pixelisation de cette image-là. Donc c'est vrai que si on recherche une qualité d'image on va dire un peu plus précise, il faudra sans doute s'orienter sur une matrice plus importante. Juste pour information, sur une matrice en 120 par 160, ça vous donne en gros plus de 19 000 points de température, ce qui est déjà pas mal. Ça nous donne déjà une bonne certaine qualité visuelle et surtout aussi une certaine qualité au niveau de certaines informations que vous allez pouvoir trouver sur votre caméra thermique. Là, on va augmenter maintenant le nombre en fait de pixels. Donc si on est par exemple sur une matrice en 320 par 240, on passe maintenant à plus de 76 000 points de température. Voilà, donc c'est vrai que ça va vraiment jouer aussi sur cette partie-là. Alors, euh, les caméras, est-ce qu'elles sont optimisées pour un certain champ de vision? Alors, le champ de vision, en fait, si vous voulez, elles ont à peu près, je dis bien à peu près, le même champ de vision, sauf sur les petites caméras où on va avoir des angles beaucoup plus réduits. Alors forcément, le champ de vision va jouer aussi sur la qualité visuelle en fait de votre caméra et sur l'aspect donc on va dire pixelisation. Donc ça sera pas forcément l'idéal. Donc l'idéal c'est d'avoir un champ de vision on va dire un peu plus grand et aussi la résolution qui va aller derrière. Voilà. Si vous avez un petit angle, forcément, si vous devez faire, par exemple, si vous devez prendre une armoire électrique, vous allez avoir beaucoup de recul à prendre par rapport à une caméra thermique qui a un champ de vision beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Alors, pour une distance maxi, quelle est la distance maxi pour une mesure avec une matrice en 120 par 160? Alors ça, on va le voir juste après. La question est bonne, mais la distance va jouer en fonction de ce que vous allez mesurer, mais ça sera surtout l'aspect technique de la caméra. En ayant ces informations-là, plus la distance, vous allez savoir exactement si à une distance donnée, vous allez pouvoir mesurer la température, par exemple, d'un conducteur électrique, ou par exemple la surface de ma menuiserie. Voilà, donc ça, selon en fait de la fenêtre. Donc tout dépend un petit peu de votre application, des critères techniques, la distance. Et ça, on va le voir par la suite, ne vous inquiétez pas. Vous aurez quelques exemples et j'aurai même une application à vous montrer qui va vous permettre de voir qu'avec une caméra, selon la caméra choisie et la distance, eh bien, j'ai un champ de vision qui va être plus ou moins grand et le point, on va dire mon point de pixels en fait, qui va aussi un petit peu varier. Donc ça, vous allez voir, ça sera beaucoup plus parlant. Là, on continue à augmenter au niveau des pixels. Donc là, on voit quand même, lorsqu'on passe sur cette matrice-là en 384 par 288, qu'au niveau de qualité d'image, on est vraiment bien au-delà. Voilà. Donc c'est vraiment aussi un confort visuel et surtout aussi au niveau de l'activité. Et puis,
Voilà, donc là, on continue. Alors, juste pour vous préciser pourquoi j'ai rajouté une petite fréquence à côté, c'est juste qu'en fonction des fréquences données par les constructeurs de caméras, je vais pouvoir aussi faire de, la mesure en mouvement. Voilà, donc par rapport à la fréquence donnée, mon échantillonnage au niveau de la mesure sera plus ou moins rapide. Donc c'est pour ça que je vais pouvoir faire aussi des mesures, si vous voulez, sur des mouvements. Alors, exemple d'application pour ce genre de matrice. Celle qui est affichée ou celle qui était, la précédente? Celle d'avant. Alors là, c'était juste une application toute bête, toute simple. Là, c'était sur un moteur voiture, mais les applications sur ce type de matrice peuvent être variables. On peut aussi s'en servir parce que là, on veut vraiment chercher la qualité visuelle. Donc ça va être vraiment sur des petites défaillances ou sur des défauts qui sont peut-être assez précis, mais on veut vraiment les voir à ce niveau-là. Donc ça peut être aussi dans le médical, ça peut être aussi dans l'électricité. C'est vraiment si on recherche la précision et aussi le fait de pouvoir détecter, le plus petit détail. Voilà. Donc c'est vraiment on va jouer vraiment sur ça pour avoir plus de données de température aussi et d'avoir beaucoup plus de détails visuels sur ce qui est mesuré. L'électronique, exactement aussi, donc tout ce qui est carte électronique, au niveau des composants, surtout maintenant puisqu'on est vraiment sur du composant CMS. Donc c'est vrai on va jouer sur ces matrices-là et même bien au-delà, puisqu'on peut avoir des matrices, là ça va répondre à votre question, en 1920 par 1536, ce qui va vous permettre d'avoir une qualité d'image et de précision sur des cartes électroniques qui sont assez bluffantes. Donc juste, heu pour vous donner un détail au niveau nombre de pixels sur cette partie-là, juste un petit calcul. Donc, on est sur 1536. Voilà, on est à plus de 2 900 000 points de température. C'est énorme, c'est réellement énorme. Voilà. Quand je donc au niveau corps humain aussi, hein, donc tout ce qui est, vaisseau sanguin, tout ce qui voilà, température, donc on utilise aussi des caméras thermiques. Alors pas le médecin qui va prendre la température il va utiliser plutôt un thermomètre infrarouge, mais vraiment sur de la recherche, on va dire d'augmentation de température, de drainage aussi, on va dire, donc au niveau du corps humain. Donc c'est vrai qu'on va utiliser la caméra thermique lorsqu'on va faire des efforts physiques, donc pour voir un petit peu comment se comporte le corps humain au niveau des échanges de température, au niveau du flux sanguin. Donc on va utiliser aussi des caméras thermiques. Tout à fait. Donc c'est extrêmement varié au niveau des applications. Il suffit que vous ayez en fait un delta de température. Dès que vous avez un delta, il suffit que vous pouvez dans ce cas-là utiliser une caméra thermique. Alors, alors, Alex, pouvons-nous faire le rapprochement avec le domaine de la photographie, utiliser une sorte de fonction focus sur un point précis? Alors, on peut, sur certaines caméras, vous avez des fonctions qui vont vous permettre. Alors, en règle générale, la caméra thermique se focalise sur ce qu'elle mesure, donc on va dire du plus chaud au plus froid. Ensuite, vous pouvez faire, passer, on va dire, en mode manuel pour vraiment vous, focaliser sur la zone qui vous intéresse. Et puis vous avez des fonctions qui vont vous permettre, entre guillemets, oui, de vous focaliser sur le point le plus chaud, ou le point le plus froid. C'est-à-dire que vous allez avoir des curseurs qui vont se balader sur votre thermogramme et qui vont vous indiquer directement quel est le point le plus chaud et quel est le point le plus froid. Et la caméra, c'est pour ça que vous avez une échelle de température à droite, vous indique en fait, en gros, sur ce qu'elle mesure, sur tous les points mesurés, eh bien, la température la plus faible et la température la plus haute. Mais vous avez la possibilité éventuellement ouais, de vous focaliser sur des zones ou de créer une zone de mesure sur la zone qui vous intéresse, avec les informations de température, aussi bien max, mini et moyenne. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est vrai il existe plusieurs fonctions qui vous permettent éventuellement de vous focaliser.
Et on peut jouer sur les échelles de température lorsqu'on passe en mode manuel pour vraiment, là oui, se focaliser sur la température qui nous intéresse et faire totalement abstraction des données qui n'ont aucune importance pour la valeur la valeur mesurée que vous souhaitez faire. Alors la résolution thermique, je vous en prie, la résolution thermique, en fait, va vous indiquer le plus petit détail au niveau de température que la caméra peut mesurer. C'est-à-dire que ça peut être du 5 dixièmes, 5 centièmes de degré que la caméra peut détecter. Donc on est quand même déjà sur de la précision et c'est vraiment, ça peut avoir une importance par rapport à des applications où on va jouer sur des faibles variations de température. Donc du coup, le fait d'avoir une résolution thermique très fine, dans ce cas-là, ça sera beaucoup plus facile pour vous au niveau résolution et au niveau affichage. Alors le champ de vision, donc le champ de vision d'une caméra, en fait, c'est une donnée angulaire. Alors ce sont 2 angles en fait, hein. Donc c'est ce qu'on appelle le field of view, le champ de vision. Donc vous avez un angle horizontal et un angle vertical qui est donné par chaque fabricant. En gros, hein, moi c'est un peu l'exemple qui parle, je donne, qui parle souvent. C'est comme si vous avez un pare-brise de voiture, hein. Donc tout le monde, je pense, conduit. Donc on a, en gros, vous avez votre pare-brise de voiture. Et ce pare-brise de voiture, en gros, va varier. Heureusement, ce qui n'est pas le cas, va varier en fait en fonction de la distance. Donc en fonction de la distance, j'aurai un champ de vision qui sera beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit. Donc en fonction de l'angle qui vous est donné, ben, vous allez avoir ce champ de vision. Donc c'est un angle horizontal et un angle vertical donné par chaque fabricant. Donc première chose, premier détail, mais ça c'est une donnée obligatoire hein, qui est fournie en fait par chaque fabricant de caméra. Alors c'est peut-être ce tableau-là qui était un petit peu flou, je m'en excuse. Donc on le voit juste en dessous, donc champ de vision, le FOV, où vous avez par exemple une donnée angulaire 24 degrés par 17 ou 36 par 26 par 26. Voilà, le fameux tableau fou, c'est celui-là. Donc, euh, voilà, donc en fonction des modèles de caméra, vous apercevez que ce champ de vision va varier. Donc ça, c'est un des critères à vraiment à prendre en considération. Et puis, on parle aussi de champ de vision instantané, ou d'IFOV, donc IFOV, Field of View, et instantané. Donc, c'est une donnée angulaire en milliradians. En fait, ça vous donne, avec cette information-là, le fait que vous soyez à une distance donnée, et cet IFOV, eh ben, ça va vous donner le plus petit détail que peut apercevoir, je dis bien pour l'instant, apercevoir la caméra. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de mon pare-brise, je roule et je vois au loin un panneau. Mais je l'aperçois. Je n'arrive pas à lire ce qu'il y a dessus, mais je l'aperçois. Voilà. En gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fonction de mon IFOV, je vais pouvoir percevoir en fait le plus petit détail. Donc l'idéal, si on cherche réellement la précision, c'est d'avoir un IFOV assez bas. Hein. Donc si je reprends mon tableau un peu flou, je vois que sur les premières caméras, j'ai des IFOV qui sont à 1,31 milliradians et sur d'autres, par exemple, si on est tout au bout, à 7,8. Voilà. Donc c'est pour ça que ce choix-là, au niveau de l'IFOV, ben, ça vous donne aussi une qualité de votre image. Donc au plus votre IFOV sera bas, meilleure sera votre qualité d'image et votre facilité à détecter les plus petits détails. Donc on revient sur le tableau. Et l'IFOV mesuré, en fait, c'est ce qui correspond à 3 fois votre IFOV. En fait, c'est le plus petit détail, donc cette fois-ci mesuré par votre caméra. C'est-à-dire que je suis toujours sur la route, je vois mon panneau, et puis j'arrive à lire Aix-en-Provence, Lille, voilà. Donc j'arrive à avoir l'information. Cas concret, si je suis devant mon armoire électrique, je suis à une distance donnée et j'arrive à lire la température de mon conducteur si je suis par exemple à 2 mètres, à 3 mètres ou à 5 mètres de distance.
Donc il y a un petit exemple qui va vous permettre en fait juste de vous montrer à quoi ça correspond. Donc je vais juste vous montrer un petit peu ça. Hop, voilà. Donc là, normalement, vous voyez c'est un petit logiciel hein, qui est gratuit, qui est téléchargeable en fait. Et en fonction de la caméra donnée, alors, je vais essayer de prendre donc, la plus basse, donc celle qui était à plus de 7,8 milliradians. Je choisis l'objectif qui est standard, la distance, en mètres c'est beaucoup mieux, et je vais dire si je suis à 2 mètres. Voilà. Donc si je suis à 2 mètres de distance, je vois que mon champ de vision fait 1,27 m de large et par 95 cm de hauteur. Voilà. Donc, est-ce que, est-ce que vous voyez l'écran avec la caméra? Parfait. Donc, en fonction de la caméra que je vais choisir, et je vois en fait donc mon plus petit détail, hein, donc mon pixel en fait, si vous voulez, va faire à peu près 1,60 cm. Voilà. Si je choisis une caméra à au niveau un peu plus haut en gamme, donc je vais monter un peu plus, donc celle qui était dans le tableau. Je me mets sur un objectif standard, toujours, distance. Donc là, je crois qu'il était à 2 mètres. Voilà. À 2 mètres de distance, je vois que mon plus petit point a diminué, donc je suis à 0,27. Voilà. Et j'ai un angle, un champ de vision voilà, qui est un peu plus réduit, aussi bien en largeur qu'en hauteur. Donc, juste pour vous montrer, j'ai pris vraiment, si vous voulez, les opposés, pour vraiment vous montrer l'importance, si vous voulez, de ces détails-là. Et c'est juste le fait d'avoir ces informations, ça va vous permettre de savoir si, à une distance donnée, je vais pouvoir mesurer la température exacte de mon composant. Voilà. Est-ce que je vais prendre ce composant-là, ou ce qu'il y a autour. Voilà. Donc c'est vrai que ça a vraiment une importance. Donc comme on peut le constater, sur certaines caméras, on a la possibilité de pouvoir rajouter un grand angle ou des téléobjectifs. Voilà, voilà sur cette partie-là. Euh, Ah ben parfait, très bien, merci Gary. La tolérance, peut-on régler la tolérance de la mesure? La tolérance de la mesure. On peut régler, si vous voulez, sur certains paramètres, on va pouvoir régler juste la plage de température et certains coefficients. C'est-à-dire, par exemple, là, je rentre un peu plus en détail, l'émissivité du matériau, éventuellement, si on a la température ambiante hein, qui est autour de nous. Donc, il y a certains détails que l'on peut rajouter au niveau de la caméra pour que la mesure soit beaucoup plus fiable. Qu'est-ce qu'un téléobjectif? En fait, c'est comme si on va dire un gros zoom. Donc sur des grandes distances, ça va vous permettre de pouvoir vous rapprocher entre guillemets du composant que vous voulez mesurer. Donc si je suis à 10 mètres et que je veux essayer de prendre par exemple une ligne haute tension, ben, j'aurai plus de chances d'avoir, on va dire, ma mesure si je prends un téléobjectif, voilà, qu'un objectif standard. Donc ma mesure, ça vous permet de vous rapprocher du composant que vous voulez mesurer. C'est le même principe, en fait, si vous voulez, qu'un appareil photo. Donc sur un appareil photo, pareil, on va pouvoir utiliser un grand angle ou un téléobjectif. Alors, comment corriger la mesure de température indiquée par la caméra en fonction de l'émissivité du matériau? En fait, si vous voulez, bonne question. L'émissivité, lorsqu'on va rentrer directement l'émissivité du matériau au niveau de la caméra, donc vous avez soit un ABAC hein, qui existe au niveau de la caméra, ou bien vous avez aussi la possibilité de pouvoir le rentrer manuellement. Voilà.
Et dès que c'est rentré manuellement ou dès que vous avez rentré le bon coefficient d'émissivité, la température est de suite corrigée. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est corrigée globalement. Donc, c'est-à-dire que si je prends, par exemple, mon armoire électrique, que je mesure la température de surface de mon conducteur, si je lui mets le coefficient d'émissivité de l'isolant, par exemple, qui est en fait 0,95, mais en fait, je serai faux pour le reste. Voilà. Donc, à la rigueur, je vais dire que c'est pas forcément le plus important à l'instant T, pour certaines applications, je précise. Le but, c'est d'avoir d'abord une cartographie, de savoir quels sont les points qui peuvent être critiques, et à partir de cela, je peux éventuellement soit changer directement en fait mon émissivité au niveau de ma caméra, ou lorsque je vais transférer mon thermogramme sur le logiciel, je vais pouvoir mettre des points de mesure à chaque point, et chaque point de repère que je vais créer, je vais pouvoir lui associer en fait l'émissivité. Et là, je serai beaucoup plus précis. Voilà. Mais en fait, la caméra corrige d'elle-même la température en fonction de l'émissivité que vous lui intégrez. Donc, ça peut être juste comme ça peut être faux en fonction des caméras. Donc, il existe hein, des ABAC. Ouais, sur Wikipédia, vous tapez table émissivité matériaux et vous allez avoir une multitude en fait de matériaux avec leur émissivité voilà, associée. Donc, est-ce que tout le monde, parce que là on parlait d'émissivité, est-ce que d'émissivité matériaux, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est une donnée qui vous parle? Au moins pour que tout soit clair pour tout le monde. Alors, l'émissivité, en fait, les émissivités, alors c'est en fait la possibilité, chaque corps émet d'une manière différente, que ce soit un corps solide ou liquide. Donc le corps humain, peu importe, l'eau, tout corps solide ou liquide émettent d'une manière différente. Donc, c'est-à-dire qu'ils reçoivent une certaine quantité d'énergie, soit ils la gardent, donc ce qu'on appelle le corps parfait, donc l'émissivité à 1, donc l'échelle pardon, va de 0 à 1, il n'y a pas d'unité. Donc le corps parfait, ce qu'on appelle le corps parfait au corps noir, émet à 1, et ensuite les corps réels émettent à une émissivité inférieure à 1. Donc tout corps non métallique émettent en coefficient pardon, d'émissivité supérieure, on va dire à 0,5, 0,6, et tout corps métallique ont une émissivité inférieure. Donc, ce qui est très faible, donc proche de 0, ce qu'on appelle le miroir parfait. Donc ça peut être en fait problématique sur certaines mesures. Voilà. Et même je peux aller encore plus loin, certains matériaux métalliques peuvent avoir une émissivité très bonne du fait qu'ils ont une corrosion importante. Donc ça va améliorer l'émissivité du matériau. Donc c'est un peu plus complexe, mais bon, sachez que l'émissivité est propre à chaque matériau, voilà, aussi bien solide et liquide. Soit on reste à 0,95 parce que ce qu'on appelle un peu le coefficient passe-partout, donc on se cale là, et puis dans ce cas-là, lorsque je fais mon traitement, ben dans ce cas, je peux jouer sur les repères que je vais créer et mettre l'émissivité propre de chaque matériau. Voilà, j'espère avoir répondu un petit peu à ces questions-là. Alors si je ne me trompe pas, les mesures se font en champ libre. Si on a un obstacle type boîtier, alors, on peut configurer une sorte de filtre pour mesurer, que l'électronique derrière. Alors, la thermographie, en aucun cas, vous passez à travers un matériau. Voilà, en aucun cas. Voilà, donc tout ce que vous voyez à la télé, les experts à Miami, à Las Vegas, où on utilise une caméra thermique et je vois des corps humains qui se baladent dans la maison. Non, une caméra thermique pure et simple, on va dire dans ce domaine-là, on ne traverse pas le matériau. Ça peut être une association, on va dire, de rayons X et thermique, ok, mais vu ce qui est montré à la télé, en aucun cas on traverse le matériau, on est toujours sur une mesure de température de surface. Voilà. Et il existe en effet des hublots, ou de filtres ou de hublots en fait, aussi qui vous permettent de faire des mesures. Donc ce sont des hublots qui laissent passer la longueur d'onde en fait, de l'infrarouge, et qui va vous permettre de faire des mesures. Donc ces hublots-là, on va les installer par exemple sur des capots moteurs ou sur des postes haute tension, ou éventuellement, lorsqu'ils sont en arrêt bien sûr, on va pouvoir installer ces fameux hublots et qui vont vous permettre de faire des mesures lorsque c'est en fonctionnement. Donc
Le cas typique, si, au niveau d'une armoire électrique, le plexiglas devant le jeu de barre, bah, en aucun cas, vous allez voir votre jeu de barre derrière le plexiglas. Voilà. Donc il se peut que vous ayez quelque chose, un défaut sur votre jeu de barre, mais en aucun cas vous le verrez avec une caméra thermique, quelle que soit la caméra thermique. Voilà, donc de la on va dire la caméra la plus chère à la caméra la plus élevée, heu, vous allez avoir aussi ces mêmes phénomènes-là. Bien sûr, tout en respectant les distances de sécurité en fonction des mesures qu'on va faire. Heu, alors, en avant le boîtier, on est plus dans les conditions d'utilisation, donc on agit directement sur les échanges thermiques. Alors j'ai du mal à comprendre la question, au niveau du boîtier. Je reprendrai tout à l'heure si ça vous dérange pas, donc je reprendrai éventuellement le la question. Donc en aucun cas, voilà, donc juste ce qu'il faut savoir. Le fait de faire des mesures avec une caméra thermique, c'est aussi de faire des mesures à distance et d'éviter aussi de pouvoir agir, sur, ça peut être un boîtier électrique parce qu'il peut avoir un danger. Donc ça permet aussi de pouvoir détecter les défauts à distance et d'éviter aussi que la personne, soit blessée. Donc après, vous avez la possibilité, voilà, parce qu'on parle aussi on parle de robustesse, hein, de caméra, étant donné qu'on arrive à trouver des caméras, sur le marché avec des prix, on va dire soit un peu faibles et des caméras avec des prix plus élevés. Donc c'est vrai que vous pouvez avoir différents types de caméras et au niveau de la robustesse. Alors, juste pour information, il y a eu des tests de fait, sur des chutes de caméras. Donc je vais vous montrer une vidéo qui a été faite juste pour voir que ça a une importance au niveau aussi de l'application. Voilà, juste pour montrer, voilà, qu'il y a des tests qui sont faits en laboratoire pour vraiment, tester, on va dire, les caméras, malheureusement, des fois en situation réelle, c'est-à-dire donc qui peuvent tomber à certaines hauteurs. Pas mal jeu de mots, je l'avais pas c'est pas mal, je l'avais pas trouvé, c'est sympa. Hem, donc voilà, donc la robustesse, bien sûr, va jouer, sur, on va dire, oui, sur le prix. Comme tout accessoire, hein, forcément, soit on va privilégier un accessoire ou on va dire soit une marque par rapport à une autre ou un accessoire, parce qu'il est plus costaud, donc du coup, forcément, ça va jouer aussi, sur le prix. Voilà. Donc sur l'aspect robustesse. Ensuite, l'ergonomie, hein, voilà, donc c'est vrai qu'on va trouver une multitude de caméras, donc aussi bien,
des caméras, transportables ou bien des caméras fixes pour des applications laboratoires. Donc c'est vrai qu'on a différents types de design en fait, comme celle-ci, qui a plus un format, on va dire téléphone, hein, on peut mettre aussi une carte SIM, mais le capteur est totalement intégré, directement, sur la caméra et puis, des capteurs en fait, donc ce capteur-là qui vient se connecter, sur, là bon, sur Android, aussi bien un téléphone ou une tablette et juste, ce capteur-là, juste pour information, je refais un petit tour en arrière, ça correspond à cette image-là. Voilà. Comme quoi, la taille en fait, si vous voulez, au niveau de ce capteur, parce on pourrait dire que c'est peut-être, un gadget, mais quand on voit en fait la qualité de l'image de ce capteur-là, voilà, on voit qu'on a une qualité qui est bien supérieure par rapport à d'autres caméras. Donc tout à l'heure, je parlais de drones, donc on a aussi développé, juste, hein, si ça peut éventuellement donner des idées, un boîtier qui vous permette d'intégrer ce type de capteur directement sur un drone. Donc juste pour vous montrer qu'au niveau application, encore un autre exemple de ce qu'il est possible, de faire. Voilà, en espérant que ça fonctionne, c'est parfait. Here we go. Voilà, donc au niveau en fait, voilà, de l'ergonomie du design aussi, donc ça va jouer au niveau de l'application. Donc on voit aussi l'aspect pardon, connecté. Donc vous avez maintenant des applications gratuites téléchargeables sur Android, sur iPhone, donc avec différents fabricants qui vont vous permettre aussi d'avoir les informations en direct, de recevoir directement votre image, de faire même éventuellement du traitement si vous le souhaitez et de l'envoyer donc soit à votre collègue qui est à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde et donc de voir exactement ce qui se passe et d'avoir directement des informations et lui vous répondre d'une certaine manière pour dire ben, soit il faut intervenir ou pas. Bon, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc ça permet aussi d'avoir ces informations-là directement, en instantané. Donc c'est vrai qu'au niveau de la technologie, ça évolue à une vitesse assez phénoménale. Euh, des questions? Alors, je vais peut-être revenir sur l'aspect boîtier. Donc, alors, je ne sais pas si je vais réellement répondre à ça. Ça, vous allez me dire. En fait, comme je disais, donc on passe pas à travers
les corps en particulier. Donc même si c'est transparent dans le visible, c'est pour ça que je parle de transparent dans le visible, c'est-à-dire le plexiglas ou le verre, donc on ne passe pas à travers le matériau. Donc sauf si c'est un hublot, en germanium, hein, c'est le germanium en fait, ce qui compose aussi votre capteur. Donc en fait, si, votre hublot est fait en germanium, forcément vous allez pouvoir faire des mesures. Après, ça sera bloqué votre infrarouge sera bloqué, donc en aucun cas vous verrez quelque chose. Voilà, donc ça sera totalement opaque pour vous et même si c'est transparent, dans le visible. Donc voilà, juste voilà, pour vous indiquer un petit peu, pour faire un petit rappel, donc au niveau de Distram, voilà, si vous avez des informations, donc nous, on est vraiment orienté dans le test et mesure. On est fabricant, je le précise, hein, société française depuis plus de 35 ans, donc on est fabricant et aussi distributeur, avec un département énergétique, plus de 80 personnes au sein de la société. Le siège social se trouve à Troyes, puis on a 2 agences, une sur Marseille, une en région parisienne, et puis des antennes commerciales un peu partout en France. Un bureau d'études, la partie métrologie. On a aussi un service de location, donc on fait de la vente, mais aussi de la location, donc ça peut aider. Et on est aussi centre agréé pardon, à formation. Donc on a aussi du SAV multimarque. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et puis, lorsque vous aurez la personne, à l'autre bout du fil, on va dire, donc il suffit juste d'indiquer à quelle région, à quel endroit vous êtes et elle vous donnera les coordonnées de votre interlocuteur. Donc on peut répondre à toutes vos questions au niveau même de la thermographie ou à toutes vos applications, aussi bien, sur, du portable que sur du fixe, de l'électricité, peu importe l'application. Donc on a aussi les solutions. On a même une personne en interne chez nous, ingénieur au niveau thermo. Donc, c'est notre monsieur thermo, chez nous voilà, qui peut permettre aussi de répondre si on a des questions beaucoup plus techniques. Voilà. Et puis l'aspect drone aussi, donc la petite vidéo, voilà, on a aussi ces petits boîtiers qui peuvent aussi s'adapter sur ce capteur-là. Donc n'hésitez pas à nous consulter s'il le faut. J'espère que pour vous ça a été clair, que ces informations-là vont vous permettre de choisir voilà, la caméra que vous souhaitez. À quand un petit webinar sur la prise en main d'une caméra thermique? Ben, n'hésitez pas dans ce cas-là, ben, à revenir vers nous, pourquoi pas. Donc là, il faut en fait spécifier, on va dire, la caméra, ou bien directement, ben, en fonction de la région où vous vous trouvez, ben, c'est quelque chose qu'on sait faire. Voilà, donc faire une prise en main sur une caméra thermique et même sur le logiciel, ne vous inquiétez pas, au sein de Distram, c'est quelque chose que nous savons faire. Donc soit on peut faire un webinar, ou selon le secteur où vous vous trouvez, ben, si le commercial est dans la région, ben, il y a pas de pourquoi pas, il peut venir, passer faire une prise en main sur le matériel et vous montrer aussi les diverses évolutions. Mais bon, il faut savoir quel type de caméra vous avez. Voilà. Ou sur des notions de thermographie. Alors oui, il y avait eu aussi, si vous voulez, un webinaire qui avait été fait sur la partie thermographie. Donc là, sur des exemples en fait de défauts qu'on peut détecter. Donc c'est vrai que là, on rentre, si vous voulez, un peu plus en détail sur la thermographie, mais on sait faire aussi des formations, hein, donc ce que j'avais précisé aussi tout à l'heure, hein, donc puisque nous sommes centrés de formation, on fait des formations aussi sur la thermographie. Voilà. Sur vraiment le domaine de la thermographie, avec des cas en particulier, donc je m'en occupe aussi, avec des cas pratiques, des mises en situation, pour vraiment toucher ces phénomènes-là et se dire en fait que ben, la thermographie, au départ, c'est simple parce qu'on a une image, mais qu'en fait, on peut se faire piéger très facilement. Donc, il y a un webinaire qui a été fait sur les pièges, voilà, un petit peu les pièges à éviter. Et après, si vous voulez vraiment rentrer plus dans le détail au niveau de l'aspect formation, voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. On a des programmes qui sont déjà établis. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Bah, de rien, Christophe, pour les informations. Je suis là pour. Donc, j'espère que ça a été utile à tout le monde. On retrouve tout à fait la présentation, vous pouvez aussi télécharger la présentation, donc vous avez un délai, je crois, de plus de 10 jours. Donc vous pouvez, télécharger aussi la présentation ou retrouver la vidéo. Donc il y a pas de aucun problème, pardon, à avoir ces informations-là. Donc si vous voulez revoir cette présentation, c'est possible.
Sur les pièges à éviter, par exemple, hein, ce que j'expliquais tout à l'heure, sur l'aspect plexiglas, hein, le jeu de plexi qui va, en fait, protéger votre jeu de barre. Voilà, c'est un piège. C'est voilà, on pour nous, utilisateurs de on va dire d'appareils photo, ça nous paraît cohérent de ce qui est visible, pour nous à l'œil humain, l'est forcément, au niveau de la thermographie, ce qui est pas le cas. Voilà, donc et puis d'autres cas pratiques au niveau certains pièges. On parle d'émissivité des matériaux aussi. Voilà, donc c'est vrai que il faut faire un petit peu attention. Voilà, c'est essayer d'avoir une autre vision, hein, sur l'aspect terrain. Mais, après ça vient au fil du temps, ne vous inquiétez pas. Heu, mais voilà, il faut avoir, changer de vision, passer en vision thermique, on va dire, et ne plus être en vision, réelle. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Est-ce que, voilà, est-ce que là, voilà, est-ce que vous avez d'autres questions encore à ce sujet? Bon, mais parfait. Écoutez, encore merci d'avoir été, présent pour ce webinaire, et puis de toute façon, vous recevrez sans doute, d'autres invitations lorsqu'il y aura d'autres présentations qui seront faites sur la thermographie dans d'autres domaines, domaines connectés aussi. Donc il y aura d'autres informations qui vous parviendront, et puis n'hésitez pas à revenir sur WebEquio pour, retélécharger en fait la présentation. Elles sont à votre disposition. Voilà. Écoutez, encore merci, pour tout, et puis je vous dis sans doute, à bientôt pour une nouvelle présentation. Allez, au revoir.